So we're gonna follow this discussion with a round table. I would like to welcome on stage Laurent Fournier from Qualcomm, Patrice Riac from Valeo, and this panel will be moderated by my colleague Antoine Cliffat from IDAT DigiWorld. Thank you. Donc bonjour à tous. Donc je m'appelle Antoine Cliffat, je suis consultant à l'IDAT et je travaille donc sur des problématiques liées en particulier à la voiture connectée et à la voiture autonome. Donc ce qui tombe bien vu que c'est le sujet de cette table ronde. Et donc nous avons le plaisir d'accueillir comme mon collègue a dit Patrice Riac donc de Valeo et Laurent Fournier de Qualcomm. Donc je pense que pour commencer, on va commencer avec une question assez générale et assez qui va vous permettre un peu de voir qu'il existe aussi des grandes disparités dans l'appréciation de à quoi va ressembler la voiture. Donc, je vais commencer par Patrice Riac pour lui demander un petit peu comment est-ce qu'il voyait, selon lui, comment est-ce qu'il imaginait la voiture de 2025. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, est-ce que vous pouvez envoyer la présentation de Patrice Riac, s'il vous plaît? J'ai pensé que pour débuter, ça serait bien de rappeler quelques définitions. Donc, on parle beaucoup de autonomous car ou automatique. En fait, en 2025, il y aura 3 types de véhicules. Et c'est une classification qui est utilisée par quelqu'un qui pousse ça aux États-Unis, très fort, Alain Kornhauser de l'Université de Princeton, et que je trouve parlante. L'intérêt de cette définition, c'est qu'elle est orientée plus utilisateur et driver que niveau technologique. La première partie, c'est donc Safe Driving Car. Aujourd'hui, les voitures, grâce à la technologie, sont déjà beaucoup plus sécuritaires, safe, que dans le passé, et ça veut devenir encore plus. Donc, Euro NCAP pousse pour avoir de nouvelles règlements, enfin, pousse de nouveaux critères en fait pour avoir 5 étoiles. Certains constructeurs mettent en standard des radars, des caméras, et ça va se multiplier. Et pour la voiture de 2025, je dirais que ça sera essentiellement celle-là, la Safe Driving Cars. Donc c'est la prochaine étape en fait de l'aide à la conduite, avec des voitures qui seront à un niveau qui vous permettront pratiquement de compenser la majorité de vos erreurs que vous pourriez avoir. Les deux autres catégories, en fait, self-driving cars et driverless cars. Le plus simple, c'est peut-être de commencer par la dernière. Driverless cars, ça veut dire qu'il n'y a plus de conducteur. Donc, c'est peut-être ce que les gens, en fait, ou les journalistes en général ont dans la tête quand ils parlent de voitures autonomes. Là, il n'y a plus personne dans la voiture. Enfin, il n'y a plus personne. Il n'y a plus de conducteur dans la voiture. Il n'y a plus besoin de volant. Et en fait, on a l'impression que ça va commencer en 2021. En fait, ça existe déjà. Pratiquement toutes ces catégories-là existent plus ou moins déjà. Par contre, c'est dans des conditions limitées, avec des vitesses limitées. Les navettes actuelles de Navia ou autres qui roulent déjà à moins de 10 km/h, 15 km/h, c'est déjà ça. Self-driving cars, c'est des voitures dans lesquelles vous pourrez conduire, mais qui pourront aussi se conduire toutes seules. Et je pense qu'il y en aura. Je pense que quand on parle de 2021, en général, c'est plutôt ce type de véhicule auquel on fait référence. Il y en aura de plus en plus, mais ça sera essentiellement, je pense, dans un premier temps, réservé à des véhicules plutôt haut de gamme, avec une part de marché relativement limitée en 2025, même si ça va augmenter. Pour avoir une idée, en fait, un point important en fait dans ces 3 types de véhicules, c'est que ça ne va pas être le même prix, quoi. Parce que les architectures vont être différentes, le niveau des capteurs, le type de capteur va être différent. Et vous pouvez avancer sur la page d'après. Ouais, merci. J'ai pris une image, la tirée de TechCrunch sur Uber et Waymo. En fait, c'est la société qui a créé Google pour le véhicule automatique. Et donc là, c'est 2 voitures. Alors, je ne sais pas, vous ne l'avez peut-être pas reconnu tout de suite, mais ça illustre 2 voitures, donc des driverless cars,
Et pourquoi ils ont mis ça? C'est simple, c'est que c'est sans doute la plus grosse partie du coût de ces véhicules, c'est ce qu'il y a au-dessus, c'est leur chapeau. Alors, regardez le chapeau et essayez d'imaginer, à votre avis, combien coûte le chapeau qui est au-dessus de la voiture et combien coûte la voiture. Je dirais pas de chiffres, mais il y a de fortes chances que le chapeau coûte plusieurs fois et un bon nombre de fois ce qui est en dessous de la voiture. Ça c'est Uber. Sur la voiture de Google, Waymo, c'est un peu plus caché, mais c'est exactement la même chose. Il y en a un peu en haut, il y en a sur le spoiler à l'arrière, il y en a sur l'avant, il y en a sur les côtés. Il y a des capteurs de partout. Donc ça va avoir un coût. Je pense que ces véhicules auront un intérêt très fort, donc les driverless cars, pour la problématique du dernier kilomètre. Mais ça sera couplé en fait avec des solutions de transport public, sinon nos villes n'y résisteront pas. Donc il y a un marché, c'est sûr. Par contre, ce sera sans doute pas la voiture de tout le monde en 2025. Et puis il y a aussi des Français qui sont actifs dans ce domaine-là. Donc j'ai amené la photo de la start-up Navia, dans laquelle Valeo a investi. Et là aussi, vous pouvez le voir. Il y a pas mal de capteurs, dont des Valeo. Vous voyez en haut un certain nombre de capteurs, il y en a en bas bien mieux intégrés. Mais c'est la même problématique en fait. Très bien. Donc, merci pour cette vision. Peut-être maintenant avoir l'avis de Qualcomm sur est-ce qu'on va avoir accès à ce type de véhicule dès 2025 ou est-ce qu'il faudra être un peu plus patient? Oui, 2025, c'est une bonne cible. Effectivement, nous, la catégorie 2025, c'est celle du self-driving, effectivement, qui est notre cible en termes de composants et de solutions technologiques qu'on apporte à l'écosystème. Donc, c'est self-driving, c'est connecté, bien entendu. La connectivité joue un rôle essentiel dans l'augmentation en fait, des niveaux de sécurité. On est dans un environnement extrêmement mouvant. Que ce soit les autres véhicules, que ce soit des piétons, que ce soit même les conditions changeantes de l'environnement le long des routes. Donc toutes sortes d'informations en fait, qui vont être utilisées par les véhicules. Ce sont des véhicules qui sont interactifs, qui savent s'adapter à leur environnement, mais aussi à l'attente de l'utilisateur. Donc il faut savoir imaginer, je dirais, qu'à un moment donné, dans son véhicule, on ait besoin d'être en période de travail, tout en utilisant l'autonomie de déplacement, ou un moment de détente, d'infotainment. Voilà, donc cette capacité en fait, du véhicule à être hautement personnalisée à l'intérieur de l'habitacle et en fonction des usages. Et puis c'est un véhicule qui sera efficient dans l'utilisation de ses ressources. Et efficient fait appel à l'implémentation en fait de technologies d'intelligence artificielle, vraiment dans le but d'atteindre un objectif d'efficience maximum, tant dans la préservation de l'environnement, consommation électrique ou autres concurrents, que dans l'exploitation en fait des données qui vont être transmises par tous ces capteurs. Les capteurs sont de plus en plus intelligents, mais ils transmettent aussi de façon brute des données qui sont massives, en mégabits, voire dizaines de mégabits par seconde pour plusieurs capteurs. Ça fait beaucoup de données qui vont devoir être traitées au sein de ces véhicules. Très bien. Donc, vous dites que justement, on va avoir affaire à des véhicules hyper connectés et on va avoir vraiment l'obligation, donc si on est constructeur automobile, d'être aussi un expert sur l'intelligence artificielle, si je comprends bien. Alors, oui, en quelque sorte, si le fabricant automobile désire se lancer dans l'algorithmie, mais voilà, il y aura des tiers comme Qualcomm qui vont apporter, au-delà des capacités de processing, aussi toute une algorithmie qui est capable de combiner l'utilisation de multiples capteurs et en rendre une information qui est intelligible et exploitable. Très bien. Donc, je dirais voilà, qu'on va essayer d'intervenir, nous, à notre niveau Qualcomm, comme tiers de confiance, en exposant toutes les API et tous les résultats d'algorithmes qui seront adaptés à cet environnement. D'accord.
Avant d'aller un petit peu plus dans le détail et un peu plus dans la technique, on sait déjà que une fois, donc encore une fois, on n'a pas encore la date sur les premières voitures autonomes, mais elles risquent d'avoir un impact majeur sur énormément on va dire de parts de la vie des gens, ça va avoir plusieurs impacts. Si vous deviez choisir, et selon vous, quel va être vraiment l'impact majeur du lancement et de la généralisation des voitures autonomes sur la vie des personnes? Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des morceaux d'autonomie qui existent déjà. Vous pouvez déjà garer votre véhicule tout seul, vous pouvez sortir de votre véhicule et il va se garer tout seul. C'est un système qu'on a mis en série l'année dernière chez Mercedes. Vous pouvez avoir des systèmes d'ACC déjà sur l'autoroute qui sont des systèmes de confort énormément, et c'est déjà là aujourd'hui. Je pense qu'il va y avoir une évolution importante au fur et à mesure que les technologies sont plus matures, au fur et à mesure que les constructeurs changent la conception de leurs véhicules, parce que beaucoup des architectures où le cockpit, en fait, il est conçu aujourd'hui, l'habitacle, il est conçu sur la base des technos d'il y a quelques années et pas vraiment avec une vision safe driving ou self-driving cars. Et je pense qu'il va y avoir une évolution radicale. Je prendrai un peu un exemple. Il faut faire attention sur les évolutions qui arrivent et de quoi on parle. L'autonomie, en fait, est à placer dans un concept de mobilité globale. Et je vais prendre un exemple. Je pensais que les Uber chauffeurs privés, donc les VTC, étaient les concurrents des taxis. Et en fait, d'expérience personnelle, je me suis rendu compte que ce n'étaient pas les concurrents des taxis. Dans mon cas personnel, pendant 20 ans, j'ai fait un Stuttgart-Paris. Et quand j'arrivais à Paris, je prenais un véhicule d'une société concurrente d'Europecar. Je m'excuse, mais Valeo n'a pas les bons accords. Donc, on travaille avec un autre que je ne citerai pas. Et pendant 20 ans, chaque fois que j'arrivais à Paris, j'allais au comptoir Hertz. Ah, flûte. Je m'excuse. Bon, c'est sorti, tant pis. Ça fait 1 an et demi que je n'ai pas mis les pieds chez Hertz. 1 an et demi. Il y a une fois, je me suis dit, tiens, j'ai envie d'avoir une voiture. Ils n'en avaient plus. Il fallait les chercher dans un parking, c'était trop loin, il fallait attendre une demi-heure. Je dis non. Et en fait, je prends chauffeur privé parce qu'ils payent leurs impôts en France. Donc j'ai commencé avec Uber, puis finalement, je suis passé à chauffeur privé. Je suis pour des impôts payés en France. Et quand j'arrive aux alentours du périphérique, je prends le métro. Et je me déplace en métro dans Paris. Donc, je fais plus de kilomètres à pied, c'est vachement bon au niveau physique. Et en fait, j'ai réduit la facture. J'ai fait le bilan sur 6 mois, et on a réduit notre facture de 50%. Et en fait, le problème, c'était pas la location de la voiture, c'était le prix du parking. J'avais plus de... le coût était... en fait, le plus gros coût, en fait, c'était le parking dans Paris. Quand j'étais à l'hôtel, il fallait payer encore pour la voiture la nuit, etc. Donc, il faut faire très attention à quelle est la mobilité et quel est le vrai compétiteur. Et ce n'est pas forcément ce qu'on pense. Et je pense ce qui est important, c'est la user experience. Il faut commencer à l'utiliser. J'ai testé le car sharing. Je me suis dit, oui, c'est important, donc je ne vais pas citer de nom. Je vais essayer de ne pas citer de nom cette fois. Puisque j'habite dans l'environ de Stuttgart, et il y avait un service de car sharing. Je me suis abonné, puis j'ai dit, OK, je vais faire du car sharing. Je l'ai fait une fois, j'ai trouvé super. Puis une autre fois, j'étais un peu en retard. J'ai dit, je vais louper le bus, je vais prendre du car sharing. Ils avaient changé la zone. Et je n'habitais plus dans la zone qui était desservie par le car sharing. Ils avaient changé ça, j'avais pas une mail. Bon. J'ai couru, donc là encore c'est bon au niveau physique, et j'ai réussi à avoir mon bus. Toutes les nouvelles mobilités, c'est super, il y a plein de choses qui sont en train d'être essayées. Ce que je vous recommande, c'est essayer. Aujourd'hui, si vous voulez comprendre ce que ça sera la voiture 2025, la voiture plus autonome, plus automatique, testez les systèmes qui s'appellent ACC, Automotive Cruise Control. Testez-les, mais vraiment, ne croyez pas le vendeur qui ne veut pas vous faire la démo quand vous achetez une voiture. C'est génial. Et vous comprendrez l'étape suivante du self-driving. En fait, vous la toucherez du doigt en essayant ce système.
Vous avez 4 voitures gelées, c'est impossible. Je ne peux plus conduire sans avoir ce système-là. Donc je pense que la user experience est clé. Il faut faire moins de PowerPoint, il faut monter dans les véhicules, tester les services et se faire une idée par soi-même. Voilà. Oui, l'adaptation aux besoins instantanés, je crois que c'est une des clés effectivement du véhicule de 2025. Bon, il faut quand même citer la sécurité. Hein. Je pense que tous les progrès qui sont faits dans le domaine du self-driving, du véhicule autonome, vont contribuer à améliorer la sécurité a priori sur les routes. Donc, il y aura sûrement des phases de transition, mais il y a quand même des perspectives assez étonnante. Je ne sais plus, c'était au début de la journée, on citait 95%, voilà, 95% des accidents qui sont liés à des erreurs de conduite. Bon, on peut estimer que toutes les évolutions, toutes les améliorations qui vont être apportées dans les 6, 7 années qui viennent vont drastiquement améliorer ces chiffres. Très bien. Un détail que je voudrais rajouter sur mon essai du car sharing, c'était un véhicule électrique, donc les gens qui connaissent un peu les services vont sans doute bientôt savoir de qui je veux parler. Et en fait, j'ai découvert que le problème du car sharing, c'est pas le range anxiety, c'est le parking anxiety. Parce qu'en fait, j'allais à la gare, et dans la gare, en fait, autour de la gare, il n'y a pas beaucoup de places de parking parce que le matin, tout le monde va à la gare et tout le monde essaye de se garer. Donc je pensais mettre 10 minutes. Donc 10 minutes peut un certain nombre de dizaines de centimes d'euros. En fait, j'en ai mis 13, donc ça m'a coûté 30% en plus. Et ce 30%, c'était pour trouver une place de parking. Et je pense que c'est un des use cases principaux. Je parle quand même de l'autonomie. C'est un des use cases principaux, en fait, des premiers use cases principaux de l'autonomie. C'est que le car sharing, j'arrive à la gare, je sors de la voiture et la voiture, elle va se garer tout seul dans un parking d'Europecar ou d'un autre qui sera près de la gare ou en dehors de la gare s'il faut faire 3 km pour aller à ce parking. Et ça me permettra d'être à l'heure et de ne pas avoir de parking anxiety. Donc ça, je pense que c'est un des exemples. Cette automatisation en fin de parcours du car sharing qui va arriver, je pense, très vite. Et qui va sans doute faire développer aussi ces systèmes de car sharing parce qu'aujourd'hui, le problème que j'avais identifié, c'était le parking anxiety. Très bien. Et du coup, on a parlé de la connectivité tout à l'heure. Moi, j'ai une question, c'est à quel point est-ce que la connectivité est indispensable si on veut parvenir vraiment à des voitures? Donc là, on parle vraiment d'une autonomie complète. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une possibilité de proposer une voiture autonome à terme sans connectivité? Par exemple, c'est l'exemple de Google qui justement travaille un peu sur cet angle-là, c'est-à-dire d'embarquer l'ensemble des capteurs et l'ensemble des ordinateurs nécessaires pour parvenir à une autonomie. Ou alors, pour vous, il y a vraiment un côté indispensable à la connectivité, notamment la 5G? Oui, alors pour nous, la connectivité, elle est indispensable. Elle ne va pas tout faire, hein, mais elle va compléter très sérieusement l'apport réalisé par les capteurs visuels, inertiels, et ce genre de choses. Alors pour 2 objectifs. D'abord, celui d'être capable de détecter son environnement de conduite au-delà du line of sight, au-delà de l'horizon visuel. Hein, dans une logique 360 et dans n'importe quel type de conditions de temps. Donc la radio a cet avantage, je dirais, au-delà d'un certain nombre de systèmes visuels ou à détection de courte distance, etc. Être capable de détecter en situation de brouillard à un croisement urbain, s'il y a une voiture qui arrive à droite, arrive à gauche en avance de phase, ça peut se faire au travers d'une connectivité de type vehicle to vehicle. Deuxième chose, il va falloir être capable de plus en plus pour garantir. Ce qui est très important, c'est la localisation aussi du véhicule. Pour être capable de déterminer ou de faire évoluer des systèmes avec très haute sécurité, il faut être capable aussi de localiser son véhicule avec une précision extrême, inférieure au mètre. Et donc, tout ça, ça passe par un certain nombre d'échanges de données, l'environnement évoluant en permanence. Ça passe par un échange de données avec effectivement des serveurs dans le cloud qui vont être capables régulièrement d'updater
des cartes, des informations 3D qui vont être nécessaires pour que le véhicule soit capable de se repérer de façon très précise. Ça, c'est un autre élément de connectivité indispensable. Et puis je dirais en troisième lieu, il y a un environnement aussi important que celui de la personne. Il faut être capable de très rapidement réagir, de détecter un individu qui se déplace et d'être capable aussi de façon autonome de détecter un incident de route sans passer par une transmission de données complexe. Donc tout ça, ça favorise ce qu'on appelle l'utilisation du V2V ou du V2P, Vehicle to Pedestrian, qui sont en fait des technologies de connectivité qui ont besoin d'être le plus couvrantes possible, les plus réactives possibles, avec des temps de latence extrêmement faibles, et capables effectivement de s'adapter aussi à des environnements de mobilité relative de plusieurs centaines de kilomètres/heure. C'est vrai que quand deux bagnoles roulent à 150 km/h, c'est 300 km/h de vitesse relative. Il faut être capable de réagir vite avec toute une série d'effets radio complexes qui interviennent dans ce type de situation. D'accord, donc si je comprends bien, c'est vrai que la connectivité va être quand même indispensable si on veut garantir un haut niveau de sécurité en tout temps et en toutes conditions. Et juste, vous avez parlé rapidement de cartes 3D, justement. Est-ce que c'est indispensable d'avoir des cartes de très haute fidélité si on veut proposer encore une fois un service de voiture autonome? Ou est-ce qu'on peut, justement, ce degré d'adaptabilité des voitures L'idée, c'est de remplacer l'œil et le cerveau, quoi. Et donc, l'œil voit un environnement visuel extrêmement complexe. Donc, si effectivement le système autonome peut être aidé par une cartographie ultra précise, il va être d'autant plus précis. Alors après, cette cartographie, il faut imaginer qu'elle va se mettre à jour de façon intelligente, par ce qu'on appellerait un espèce de crowdsourcing de données qui sont issues de tous ces capteurs qui sont présents par milliers de véhicules et qui vont en permanence analyser leur environnement. Donc, c'est tout l'intérêt d'avoir de l'intelligence artificielle au sein des véhicules pour pouvoir traiter les données, être capable de remonter de ces capteurs qu'une information qui devra générer, je ne sais pas, une dizaine de kilobits par heure, une centaine de kilobits par heure, pour améliorer par crowdsourcing la précision des données. C'est vrai qu'il peut y avoir des travaux de route, il faut être capable de les identifier, il peut y avoir des changements de panneaux à un moment donné, être capable aussi de les identifier, tout en 3D, en haute définition, pour garantir une précision très forte pour le véhicule. Sur la connectivité, je voudrais dire quelque chose. Bon, Valeo, on fait aussi des systèmes des boîtiers télématiques, en particulier avec des puces Qualcomm, entre autres. Mais je pense que le point qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on doit déjà être à 80% de taux d'équipement des véhicules connectés, bientôt à 100%. Je pense que, est-ce que le véhicule autonome sera connecté ou non? C'est une fausse question. C'est comme le mobile. Tout à l'heure, on a vu les tendances le matin. Vous posez même pas la question, est-ce que j'ai un mobile ou pas? Il y a un mobile. Et le véhicule va être connecté avec le niveau d'autonomie qu'on a aujourd'hui. Il va le rester. Il va le rester et il va y avoir sans doute, je pense quoi. J'ai décrit tout à l'heure les différents niveaux de type d'autonomie. Tous ne vont pas avoir besoin du même niveau. Aujourd'hui, vous avez un ACC qui marche très bien sur autoroute, un traffic jam assist dans les bouchons qui marche très bien, sur autoroute. Ça représente déjà une grosse partie des besoins usagers. Et là, il n'y a peut-être pas forcément besoin d'augmenter drastiquement la connectivité. Après, sur des véhicules, comme vous les avez vus, comme je les ai montrés avant, il y a des chances qu'ils soient en permanence connectés, qu'il y ait des échanges avec les cartes 3D, etc. Mais il y a une panoplie, je pense, de solutions et de technologies. Et ça va être le plus dur pour nous, ça va être d'arriver à comprendre quels sont en fait tous ces marchés, de bien les analyser et à chacun de ces marchés de proposer la bonne solution. Ça ne sert à rien de proposer une Ferrari si à la fin notre client il a simplement besoin d'une Dacia ou il faut arriver à proposer la bonne solution à tout le monde. Un autre point que je trouvais intéressant aussi, c'est sur la connectivité.
Donc c'est Nissan qui a fait une présentation au CES, je crois que c'était cette année, et j'ai vu l'idée après reprise par d'autres, où ils disaient en fait, oui, on va faire des véhicules driverless, mais il y a quand même des fois où il va peut-être y avoir des use cases qu'on ne va pas arriver à couvrir. Donc on va appeler un centre de contrôle, et puis le centre de contrôle, il va prendre le véhicule en main et puis il va conduire pour les 30 secondes qui vont lui permettre de dépasser le véhicule qui est en double fil, qui est mal garé, et il faut traverser une ligne blanche, etc. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'évoquait pas tellement il y a quelque temps, mais qui va se développer, c'est le remote control, qui risque d'être aussi une partie intégrante en fait, du concept de driverless. Il va y avoir un centre de contrôle qui va pouvoir piloter et reprendre en main quand il y aura des cas particuliers. Justement, c'est vrai que ce dont vous parlez, c'est très intéressant, dans le sens où un des obstacles pour l'instant majeurs qui semble exister à la généralisation des développements, la mise sur le marché de voitures autonomes, c'est justement de proposer une sûreté de fonctionnement en toutes conditions et par toutes conditions météo, c'est-à-dire que ce soit de la grêle, de la neige, etc. Moi, ma question, c'est est-ce que technologiquement, vraiment d'un point de vue des briques technologiques, on a des technologies suffisantes pour adresser ce type de conditions météo et ce type de problématiques? Oui, mais il faut en intégrer plusieurs, quoi. Donc, je dirais, le lidar apporte un certain nombre de choses. Tous les capteurs vidéo apportent d'autres niveaux de choses. Le V2X va apporter une troisième approche pour qualifier. Donc c'est la combinaison de toutes ces différentes technologies qui va renforcer le niveau sécuritaire. Alors ceci dit, si la version par exemple 4G du CV2X apporte déjà beaucoup de choses, il y a encore matière à progresser. Par exemple, prenez l'exemple d'une plaque de glace sur le sol. Vous savez, ce qu'on appelle le dark ice, là, ces espèces de plaques transparentes qu'on a parfois aux États-Unis quand ils gèlent un peu de façon particulière. C'est vrai que ça va être détectable par vidéo, par reflet, par ce genre de choses. Et c'est intéressant d'être capable de transférer très rapidement l'information à un certain nombre de véhicules à proximité, avec alerte glace. Que ça soit un obstacle qui est tombé sur la route de façon identique. Et là, il faut être capable d'augmenter les débits dans le transport de données entre véhicules. Il faut être capable d'améliorer la latence pour être capable d'identifier la distance exacte à l'obstacle. Alors ça peut être deux véhicules qui viennent d'avoir un accident, de façon à ce que la détection se fasse de plus en plus temps réel et instantanément. Donc il y a encore beaucoup de progrès qui peuvent être réalisés dans le domaine des technologies de connectivité ou de visualisation pour améliorer ce niveau de sécurité. Je pense qu'aujourd'hui, on peut faire énormément de choses. Valeo fait des caméras, des radars, des ultrasons, du lidar. On voit qu'aucune technologie ne remplace l'autre, et en particulier dès qu'on rentre sur du driverless ou self-driving, il y a au moins 3 types de capteurs qui sont mis sur la voiture. Mais je pense qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, on arrive à des niveaux qui permettent pratiquement de couvrir toutes les situations. Je pense que le vrai problème, ça va être l'utilisateur dans la voiture. Il se trouve que j'ai habité plusieurs années dans la région. La seule fois dans ma vie où j'étais sur une autoroute et j'ai dû m'arrêter à une station-service, c'était en remontant sur Lyon. Donc c'était les pluies du Sud. Donc je sais pas, il y en a certains d'entre vous qui connaissent le type de pluie qu'on a dans la région, soit à l'automne, soit au printemps. Mais il tombait des trompes d'eau, on ne voyait rien. C'était impossible de conduire. C'était bon, donc impossible. Si le véhicule était automatique, à la limite, il pourrait continuer à conduire avec le radar, parce qu'il sera sans doute moins perturbé que le reste des capteurs. Donc, a priori, il pourrait continuer sur les radars. Franchement, j'aurais pas envie que la voiture continue. Donc après, il y a, est-ce que vous voulez vraiment sich antun en français, est-ce que vous voulez vraiment subir ça? Je ne suis pas sûr que, même si c'est possible technologiquement,
la personne qui va être dans la voiture ait envie de subir ce type de conduite. Je ne sais pas, conduire à 130 km/h quand il pleut des albardes, je ne suis pas sûr que ça soit très confortable. Donc il y a aussi, faut faire attention de ne pas trop non plus pousser les limites. Il faut prendre en compte qu'il y a un humain dans la voiture, que c'est quand même lui qui doit être pris en compte. C'est pas, il y a une présentation que je faisais il y a 2 ans, je commençais toujours. Il faut remplacer dans notre terminologie human factors par user experience. Et les gens qui travaillaient sur le véhicule automatique, il y a quelques années, en fait, on parlait quand on essayait d'étudier la reprise de volant, le temps de reprise de volant pour passer d'un véhicule automatique, une conduite automatique à une conduite manuelle, on parlait de human factors, de facteurs humains. J'ai dit, c'est quoi les facteurs humains? C'est un problème. Quand on dit c'est un facteur humain, c'est comme ça serait un facteur technique, et c'était perçu comme un problème. J'ai dit, non, c'est pas un problème, c'est ton client. C'est les users, c'est les user experience. Enfin, c'est par lui qu'il faut commencer, et il ne faut pas considérer la personne qui va utiliser le véhicule automatique comme le problème. C'est la solution de ton business. Donc, et ça fait partie de... Il faut intégrer ses limites, ou ce qu'il a envie de faire, quels sont ses vrais pain points, qu'est-ce qu'il a vraiment envie quel problème il a envie qu'on traite, qu'on solve. Et Voilà. justement, donc là, on parle vraiment des conducteurs eux-mêmes. Ce qu'on a vu un petit peu dans la présentation de Samuel un peu plus tôt, on a quand même une majorité des consommateurs qui déclarent justement ne pas vouloir monter dans une voiture autonome s'ils en ont l'occasion. Est-ce que vous pensez que ça va évoluer et quand? Je peux répondre. Ouais. On a fait des études, une grosse étude au niveau mondial. Donc on allait en Chine, aux États-Unis, en France, en Allemagne, et on a essayé de comprendre ce que les gens étaient prêts à accepter en termes d'autonomie, enfin de véhicules, de degré d'autonomie ou d'automatisation. Ça date un petit peu, mais je pense que ce que je vois est encore vrai. Donc c'était en 2012, et les gens ont dit, j'ai aucun problème pour que la voiture se gare toute seule. Ça m'intéresserait qu'elle freine toute seule, parce que si elle voit un truc qui peut me sauver la vie, ce serait pas bête qu'elle freine. L'étape d'après, c'était le traffic jam, et à l'époque, et après, c'était la conduite sur autoroute. Et on avait montré à l'époque, ça étonnait un petit peu nos clients, ils disaient traffic jam, vous croyez vraiment que ça les intéresse, les bouchons, etc. C'était le use case qui était le plus cité et dans lequel les gens se sentaient le plus confortables. En fait, je pense que c'est très simple. Vous prenez l'exemple, vous montez dans la voiture de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Est-ce que vous vous sentez bien à 50 km/h, à 100 km/h, à 150, à 220? À 220, comment ça vous dit? J'ai peut-être un peu peur. Donc en fait, la confiance, elle vient avec l'usage, et plus le véhicule va vite, et plus vous avez besoin de temps pour vous persuader qu'il n'y aura pas de problème. Donc, ce taux d'acceptation, je pense aujourd'hui sur le traffic jam, il est pratiquement à 100%. Dans les autres situations, je pense que les gens, il faut qu'ils soient confrontés à la technologie, qu'ils l'utilisent, et je pense que le meilleur avocat pour la conduite automatique, comme je l'évoquais tout à l'heure, ça sera l'ACC, l'Adaptive Cruise Control. Les gens comprendront le système, comprendront les limites et seront prêts à passer à ces nouveaux services. Et puis il faut qu'ils en aient besoin. Il y a le contexte, quand vous passez 1h30 dans votre voiture et que 80% du temps vous êtes en bouchon, je pense que l'acceptation pour un système qui vous automatise la conduite dans ces 80%, elle est très haute. Donc je pense qu'il faut arrêter de parler d'un truc global comme un peu la vie éternelle, le véhicule autonome, la vie éternelle. Il y a plein de choses entre aujourd'hui et une société peut-être dans 100 ans où tous les véhicules seront tous automatiques. Il y aura des tas de systèmes, il y a des tas de possibilités. Il faut que les gens les apprennent, les connaissent. Et quand on fait des interviews comme un peu, enfin, des enquêtes, il faut être plus précis et il faut faire tester aux gens. Parce que si les gens n'ont jamais... ils peuvent avoir des problèmes à visualiser ce que c'est que cette expérience. Et c'est important de les mettre dans les véhicules et de faire des essais le plus rapidement possible pour avoir un feedback. Donc ça, c'est des méthodologies qu'on développe rapidement, enfin qu'on développe de plus en plus avec des loops, des boucles courtes en fait,
où on teste des choses, on fait monter les utilisateurs dans les voitures et on leur demande leur feedback tout de suite. C'est mieux que... Très bien. Et, Laurent, vous pensez aussi que ça va venir avec un petit groupe au départ de conducteurs de voitures autonomes et ensuite ça va comme ça, possiblement se développer de plus en plus? Oui, moi, je suis convaincu qu'au fur et à mesure de l'expérience, comme toute innovation technologique qu'on introduit dans les véhicules, on se demande comment est-ce qu'on a pu s'en passer dans les véhicules précédents, hein. Comme l'airbag ou Oui, ma la ceinture. simple expérience, c'est qu'à chaque changement de véhicule, tout ce qui m'est proposé me convient, malgré. Donc voilà, à partir de là, effectivement, tout est dans la user experience, c'est-à-dire que ça doit être perçu comme étant un élément de confort. Et puis, j'avoue que dans des environnements un peu bouchonneux, être capable de faire autre chose que de regarder sa voiture avancer et engueuler la personne de devant, et avoir à disposition toute une série un environnement qui permet quelque part de faire autre chose, je pense que j'apprécierais dans l'usage de mon temps. Oui. Très bien. Et justement, si jamais justement ce type de véhicule se généralise, on pense quand même qu'il pourrait y avoir de plus en plus le concept de car as a service. Est-ce que vous pensez que au final, ça pourrait s'accompagner par justement un déclin de la possession de voitures en elle-même? Oui, il y a toute une série de nouveaux modèles. Je pense que tout ça va joyeusement cohabiter, qu'il y aura probablement un peu plus de car as a service, comme on l'expérimente actuellement dans le cadre des technologies qui sont disponibles. Donc il y aura une modernisation de cet effet. Après, je pense qu'il y aura des espèces de plateaux d'équilibre qui font que certaines personnes continueront de vouloir utiliser des véhicules à titre personnel, ou dans certaines conditions, effectivement, pas être exposés dans leur déplacement à la présence d'une autre personne. Et réciproquement, à certains moments, c'est vrai que quand je me déplace dans une autre ville, je préférerais certainement avoir ce type de service à disposition. Très bien. Mais c'est difficile de prévoir quel va être l'équilibre. Je pense que ce n'est pas tout du car as a service. C'est vrai que parfois on a des présentations sur je dirais la mobilité au sens public du terme, où on a l'impression que tout va passer par un transport public. Ça me paraît un peu exagéré comme vision. J'imagine potentiellement plus pour des personnes qui ont un usage relativement limité de leur véhicule, mais qui aujourd'hui ne peuvent pas s'en passer. Oui, tout à fait. Oui. Ou des personnes à mobilité réduite qui doivent se déplacer d'un point A à un point B. Je pense que voilà, ça va vastement cohabiter. Je ne pense pas que le véhicule unique que tout le monde devra subir est encore est la vision du long terme. Bien sûr. Et je reviens juste un tout petit peu en arrière. On a beaucoup parlé donc de V2V, donc véhicule to véhicule, mais on a un peu moins parlé de la communication entre les véhicules et l'infrastructure. Donc, par exemple, entre ma voiture et le feu rouge qui est en face de chez moi. On sait qu'il y a justement beaucoup de projets, c'est déjà actif, notamment à Las Vegas, sur certains modèles d'Audi. Mais il y a quand même des questions qui restent sur les investissements nécessaires pour justement faire en sorte que les voitures puissent communiquer avec l'infrastructure. Pour vous, qui va justement payer ces infrastructures? Il y aura probablement un mix d'investisseurs en fonction de l'environnement. Dans un environnement urbain, comme le disait le responsable Government Affairs de Verizon, il peut y avoir un intérêt pour un opérateur d'être capable à la fois d'offrir le service de roadside unit à la ville intelligente, tout en profitant de l'infrastructure pour offrir sa propre capacité de réseau mobile. Dans ce cas-là, il peut être l'acteur effectivement qui décide d'investir ou de co-investir auprès de la ville pour porter une infrastructure d'assistance aux véhicules. Ça peut être un premier exemple. Alors la ville peut être elle-même l'investisseur pour ses propres usages. Elle le fait déjà avec ses propres feux, donc pourquoi pas les rendre intelligents pour le service de la communauté. Elle sait en général taxer ses habitants pour ce faire.
Après, on voit des initiatives intéressantes sur ce qui est transport interurbain, aménagement des autoroutes. Vous avez une initiative notamment du ministère des Transports allemand qui aimerait prendre en charge en fait l'investissement sur l'infrastructure passive qui permettrait le long des autoroutes allemandes d'accueillir les stations de base 5G ou les RSU des différents acteurs pour passer à l'ère de l'usage de la 5G NR. Donc ça, c'est une initiative intéressante, c'est-à-dire qu'ils ne brident pas l'aspect de la compétition, mais qui prennent en charge de facto l'espace public en l'aménageant de façon adéquate. Ça, c'est un autre type d'initiative. Alors, eux, ils y ont un intérêt parce qu'ils ont senti qu'effectivement, l'apport de la connectivité était clé pour leur industrie automobile. Et donc, il fallait favoriser cette émergence en investissant dans leur pays même. Ça pourrait être une bonne idée aussi pour l'environnement français de penser de la même manière pour nos propres acteurs. Voilà, donc je dirais il y a toutes sortes de scénarios d'investissement et dans un usage commun et partagé entre les différents acteurs. Très bien. Écoutez, merci pour ce point de vue. Il nous reste un tout petit peu de temps. Je voudrais proposer, si quelqu'un dans le public a une question à poser. Je ne vois pas très bien, à vrai dire, mais... Bon, personne... Bon, s'il n'y a pas de questions, moi j'en ai une. Est-ce que vous pensez, on parle souvent du coup des problèmes de régulation pour le développement de la voiture connectée, est-ce que c'est vraiment un problème selon vous ou pas vraiment? Est-ce que la régulation est vraiment contraignante pour soit les fabricants de voitures, soit les géants d'Internet qui essaient justement de mettre des voitures autonomes sur nos routes? Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pays dans lesquels c'est pas possible. Il y a besoin de faire changer, sinon ça ne sera pas légal. Enfin, on n'aura pas le droit de le faire. Mais aujourd'hui, je pense que c'est plus un sujet entre les pays. Celui qui va être le plus avancé, c'est un petit peu la course entre chacun des pays ou des zones géographiques, que ce soit la Chine, le Japon, la Corée, les États-Unis, la France, l'Allemagne. Mais je dirais que c'est un sujet des États de définir ce qu'ils veulent. Et je pense que si la course se fera quelque part, et elle se fera là où la course sera ouverte. S'il ne peut pas courir, si la course n'est pas ouverte, il n'y aura pas de course, elle sera à se faire ailleurs. Je pense que ce qui est plus important, je pense, pour l'utilisateur, c'est qu'aujourd'hui, je pense que le facteur le plus dimensionnant pour l'expérience utilisateur aujourd'hui, c'est la ville, c'est la métropole, parce que c'est eux qui vont définir les règles du jeu. Il y avait longtemps que je n'étais pas passé à Montpellier. Comme une personne juste avant moi, j'ai aussi fait la classe prépa juste derrière, là, au lycée Joffre. Donc je connaissais bien Montpellier il y a quelques dizaines d'années. Et je suis repassé à Montpellier et j'ai dit, mais je ne comprends plus comment ça marche. En fait, il n'y avait plus que des tramways, puis en fait, il fallait laisser sa voiture à l'Odysseum et puis prendre avec le prix du parking, il y avait 4 places de tram, je crois, inclus dans le prix du billet. Puis c'était impossible de venir en ville, quoi. Donc il y a plus concrètement l'expérience utilisateur de prendre sa voiture dans la ville de Montpellier c'est même plus une question, c'était pas possible. Et je pense que ça, on va le retrouver ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le concept, il y a quand même besoin d'automobiles, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui habitent pas dans le centre de Montpellier, qui habitent autour de Montpellier. S'ils n'arrivent pas à aller à la station de tram, ils ont un problème. Et chaque ville va avoir un concept un peu différent. Je voulais parler des millennials parce qu'on en a parlé tout à l'heure. On a fait une étude sur Stuttgart, parce que j'ai aussi une partie de mes équipes basées à Stuttgart. Et on a interviewé les 14-18 ans. Comment vous déplacez? Est-ce que vous avez envie de passer le permis? Une voiture, ça vous intéresse, etc. Et en fait, on a été hyper étonnés parce que tout ce qu'on lisait dans la presse, c'était pas ce qu'on retrouvait chez nos millennials. Ils rêvaient tous que d'une chose, c'est de passer le permis et d'avoir une voiture. Si on avait fait l'étude à Paris, elle aurait peut-être été différente. Mais à Stuttgart est un centre un petit peu type
Enfin, la ville, c'est à peu près la taille de Lyon. Et puis autour de la ville, entre 10 et 30 km, il y a Esslingen, Ludwigsburg, Pforzheim, Böblingen, Sindelfingen, qui sont des tas de petites villes entre 60 et 100 000 habitants, tout autour. Il y a des moyens de transport en commun qui marchent, mais quand vous passez de l'un côté à l'autre, des fois vous avez besoin de la voiture. Et en fait, dans cette zone-là, tous les jeunes avec qui on a parlé, ils voulaient tous avoir une voiture. Donc je pense qu'il faut vraiment faire attention de ne pas trop tout généraliser. Et la user experience, elle ne va pas être la même à Shanghai, Stuttgart, Montpellier, Paris, Détroit, San Francisco, Los Angeles. Chaque ville a son histoire, chaque ville a son développement, son schéma global qui va évoluer. Il y a on commence à étudier un peu les typologies sur les villes. Et ça devient très compliqué. Mais c'est ce qui fait aussi l'intérêt de cette industrie, c'est qu'il y a une diversité de solutions qui va arriver et il faut se préparer à avoir la diversité de technologies et de concepts. D'accord, donc le futur est loin d'être fixé. Et ben, en tout cas, je vous remercie. Est-ce que je peux poser une question, s'il vous plaît? Je suis là. Bien sûr, oui. Catherine Terran, journaliste. Il y a quelque chose qui me chiffonne un petit peu dans tout ça. On parle des freins. Est-ce qu'au niveau des mentalités, de la culture, on est prêt? Est-ce qu'au niveau de la sécurité, on est prêt? Je trouve qu'on oublie un peu l'éthique et la responsabilité. Est-ce qu'il y a des institutions quelque part qui planchent là-dessus, à savoir une voiture qui conduit toute seule, quand elle fait un choix dans un accident, par exemple, pour sauver mon passager, j'écrase un piéton. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des gens qui planchent là-dessus pour se dire, les algorithmes qu'on va mettre, quelle est la part de responsabilité qu'on leur donne? Et est-ce qu'il y a de l'éthique derrière quand même? Parce qu'on parle du facteur humain, mais moi, je ne vais pas écraser un piéton, même si ma peau est en danger. Voilà, c'est tout. Donc je voulais savoir s'il y a quelque part des institutions, des instances qui réfléchissent au côté éthique de la chose. Alors, il y a des études, il y a des gros comités qui travaillent là-dessus. Je crois que j'habite en Allemagne, je connais bien ce qui s'est passé là-bas. Il y a des gens qui ont travaillé, qui ont rendu leur rapport, je crois, il y a 2 mois, sur le sujet au gouvernement Merkel. Il y a des choses équivalentes qui sont faites en France. Je pense que donc il y a des gens qui travaillent sur le sujet, c'est sûr. Il y a une autre information que je voulais partager avec vous. Je connais bien le directeur du centre d'études de Allianz, donc c'est un des gros assureurs sur le marché européen. Et ils ont un gros centre de recherche où ils analysent tous les accidents qui se passent pour bien comprendre. Et il y a des cas classiques qui sont utilisés dans les discussions sur l'éthique. Est-ce que j'ai le choix entre une maman et une poussette et puis une grand-mère, qu'est-ce que je choisis? Je passe à droite ou à gauche? Et en fait, donc il y a des exemples classiques. Et le gars d'Allianz, il me dit, on a étudié toute notre base de données des accidents qu'on avait répertoriés. On n'a pas trouvé un seul des cas décrits dans les problématiques d'éthique. Dans les discussions, on n'a pas retrouvé dans nos bases de données. Donc, je pense qu'il faut aussi... c'est des problématiques importantes, mais il faut aussi aller vraiment comprendre ce qui se passe sur le terrain. Et puis, peut-être que c'est un vrai faux problème. Je ne sais pas. Il y a des choses à travailler, mais il faut aussi regarder, est-ce que c'est des cas qui se présentent? Et s'ils ne se présentent jamais, il faut aussi... je pense qu'il y a les deux. C'était que la base de données allemande. Peut-être que si on regarde la base de données chinoise ou indienne ou américaine, on va trouver autre chose. Peut-être que les cas qui sont décrits se retrouveront là-bas. Mais il faut vraiment speak with data. Et oui, il y a des comités qui travaillent. Et oui, les comptes rendus, les rapports commencent à être disponibles. Donc, si vous voulez, je peux vous passer les coordonnées pour l'étude allemande et éventuellement vous donner les coordonnées pour ce qui se fait en France aussi. Merci. Après. Merci.